Hello et bienvenue sur Prends tes boots, le podcast qui t'invite à partir à ta découverte et à te mettre en mouvement pour vivre une vie pleine de sens. Prends tes boots est né lors de mon départ en tour du monde en décembre 2018. Un voyage en solo qui dura presque 9 mois. 9 mois à déconstruire des vieux schémas dans lesquels j'étais enfermée. Mais aussi 9 mois de rencontres, d'émotions intenses et de reconnexion à la femme que j'étais. Alors, j'ai pris mes boots, ces bonnes vieilles Caterpillar achetées il y a plus de 15 ans. Oui, tu as bien entendu. Je suis partie randonner à l'autre bout du monde avec des chaussures de chantier. Après ce voyage et avec ce podcast, j'ai à cœur d'échanger avec des invités qui entreprennent leur vie en apprenant à se connaître. Alors ensemble, découvrons quel chemin ils ont parcouru et pourquoi ce chemin. Quels sont les outils qu'ils ont expérimentés, mis en place pour aller vers une vie avec plus de sens. Ah oui, au fait, je m'appelle Laura Lepers et je te donne rendez-vous tous les lundis matins pour un nouvel épisode qui, j'espère sincèrement, te délivrera une clé pour te mettre toi aussi en mouvement et entreprendre pleinement ta vie. Si tu veux plus de coulisses, de contenu et de pépites, le tout avec bonne humeur, inscris-toi à la newsletter des aventuriers engagés sur le site d'Aventure Humaine. Bonne écoute! Hello à tous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et j'avoue que je suis très excitée parce que ça fait tellement longtemps qu'on doit enregistrer cet épisode avec Hélène, qu'on se le promet et puis voilà que en plus c'est Hélène à qui je vais passer la parole dans quelques instants. Est déjà passé sur Aventure Humaine, c'était une des toutes premières invitées. Il s'est passé tellement de choses depuis ton passage sur le podcast d'Aventure Humaine que voilà, je suis hyper contente de t'accueillir et en plus je sais qu'on a plusieurs auditeurs et auditrices qui attendent cet épisode avec impatience autour du... Je ne dis rien, je laisse le suspense. Hélène, comment tu vas aujourd'hui ? Je vais super bien, merci Laura, je suis très heureuse d'être avec toi ce matin. Ouais, écoute, encore vraiment un grand merci et j'ai hâte d'en dire un petit peu plus aussi sur toutes ces évolutions et surtout sur ton expertise et puis sur tout ce chemin que tu as parcouru pour en arriver là. Hélène, si tu l'acceptes, je vais te présenter en quelques mots, et puis on rentre dans le vif du sujet parce que je sais qu'on a beaucoup de choses à se raconter. Aujourd'hui, toi, tu es architecte spécialisé en Feng Shui. Tu es aussi infopreneur puisque ça y est, tu as une formation merveilleuse d'ailleurs en ligne, bien évidemment sur et autour du Feng Shui. Quelque chose de très très important. Tu es belge. Et tu le sais, oui, tu le sais, quand j'ai travaillé mon arbre généalogique, j'ai quasiment 50% de ma famille qui est belge. Donc voilà, j'ai la Belgique dans mon cœur. C'est pour ça qu'on est connectés. Exactement. Et puis, tu es aussi, et il faut le dire, tu es aussi maman de 2 enfants. Est-ce que, de façon succincte, en tout cas pour planter un petit peu le décor, est-ce que Hélène, tu peux nous dire en fait ce qu'est le Feng Shui ? Alors, le Feng Shui, c'est une philosophie de vie, plus qu'une méthode ou une technique ou des astuces. C'est vraiment une philosophie de vie qu'on intègre pour apprendre à la fois à se connaître et à la fois à aménager son intérieur en collaboration ou même en miroir par rapport à notre vie, notre personnalité. Et donc, c'est vraiment à la fois du développement personnel et à la fois de l'architecture consciente. J'aime utiliser ces mots-là. C'est finalement comprendre que l'habitat est un merveilleux support pour notre épanouissement, en fait. Merci, c'est super clair. Est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que tu as toujours tu as toujours travaillé et construit ton activité autour du Feng Shui? Est-ce que tu as fait autre chose avant? Est-ce que, voilà, tu vois où je veux en venir avec mes gros sabots? Est-ce que tes activités, en fait, ont toujours tourné autour du Feng Shui ou est-ce qu'il y a eu un avant et un après?
Il y a eu clairement un avant et un après. Effectivement, je suis arrivée au Feng Shui à l'arrivée de mes enfants. Donc, tu disais que je suis maman de 2 enfants, mais c'est une parentalité particulière. Je les ai adoptés. Ils étaient tout petits quand on les a eus dans les bras avec mon mari. Et en fait, je suis arrivée au Feng Shui avec cette question, comment faire pour aménager leur chambre et la maison pour qu'elle soit le plus ressourçante possible et que on puisse justement les accueillir dans des conditions optimales. Et donc, je me suis formée à ce moment-là. Donc, ma fille a 10 ans aujourd'hui et mon fils a 7 ans, donc il y a quelques années déjà. Et cette philosophie, ces techniques en fait ancestrales m'ont vraiment complètement interpellée. On prend en compte tellement de facteurs en fait qui jouent sur notre sommeil, sur notre vitalité, sur notre capacité à entreprendre, sur finalement toutes les actions de vie qu'on mène. Finalement, le Feng Shui a des réponses concrètes sur comment aménager son espace de vie, son habitat, même son bureau, tous les espaces dans lesquels on est. En fait, notre environnement de vie et de travail a vraiment un impact énorme sur notre bien-être. Et alors, le Feng Shui en donne les clés, en fait. Et c'est vraiment, à un moment donné, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais c'est fou. À l'époque, moi, je travaillais en tant qu'architecte spécialisée dans tout ce qui était efficacité énergétique. Donc, je suis très, très cartésienne. Au départ, j'ai même presque un profil d'ingénieur où, tu vois, on parle de transmission de chaleur dans une paroi énergétique. Donc, le truc tout à fait opposé. Et puis, tout d'un coup, le Feng Shui vient à moi. Quelque chose d'holistique qui prend en compte l'humain et qui met l'humain au centre, en fait, de la démarche. Et ça m'a vraiment appelée, en fait, avec tout ce travail de psychologie que j'ai entrepris, parce que c'était vraiment une épreuve de vie aussi, ce parcours d'adoption, cette attente, cette arrivée très soudaine, en fait. On t'appelle 2 semaines après, t'es maman. Enfin, moi, j'ai vraiment vécu, à un moment donné, des chocs émotionnels qu'il a fallu gérer, en fait. Et je suis très sensible, et donc, à un moment donné, le Feng Shui est arrivé à moi avec tous ces facteurs-là. Et ça m'a vraiment passionnée. Je me suis formée dans plusieurs techniques différentes. Il y a le Feng Shui traditionnel, le Feng Shui occidental, le Vastu Shastra qui vient plutôt d'Inde. Toutes les techniques en fait de bien-être dans l'habitat, j'ai été un peu piochée partout. Et maintenant, je m'intéresse au Wabi Sabi qui vient du Japon, qui est en fait aussi une technique de bien-être dans l'habitat, mais qui se concentre sur l'essentiel. C'est ce que j'allais dire. Minimalisme. Ouais, c'est très minimaliste. Voilà. Et ça me parle encore plus parce que on est tellement entouré de choses, de matériel qui ne sont même pas utiles au quotidien, que se libérer a un impact énorme en fait sur notre sérénité d'esprit, notre bien-être au quotidien, et c'est très très inspirant. Donc voilà, au fur et à mesure, je continue à me former, ça me passionne et j'adore transmettre. Et comme tu disais, c'est au moment du confinement que il a été j'ai presque eu un sentiment d'urgence de transmettre tout ça. Et c'est comme ça que j'ai créé mon programme en ligne, Mon Habitat Conscient. Et c'est vraiment quelque chose qui me passionne de plus en plus de l'architecture. C'est vraiment quelque chose que j'adore transmettre. Et je crois que tu soulignes un point extrêmement important. Et en plus, on l'a vécu aussi à tes côtés, ou tu l'as vécu à nos côtés quand on a déménagé. Oui. C'était donc après le confinement, on a emménagé donc en tout cas en Auvergne, et j'ai ressenti ce besoin plus que jamais d'aménager, parce qu'en plus on allait fonder une famille, et donc tu nous as aussi accompagnés dans l'agencement et tu nous as délivré les outils et les clés à chaque étage, dans chaque pièce, et donc c'était drôle parce qu'on avait quand même bien bossé dessus. Puis à un moment donné, tu nous dis, je ne mettrai peut-être pas tel meuble et tel, par exemple le canapé, dans ce sens-là, parce que en termes d'énergie, etc. Et c'est vrai qu'on a vraiment écouté tous tes conseils, et on a une pièce de vie qui nous apaise. Et après voilà, on est y a plein de choses qu'on ne peut pas encore bouger, etc. Mais tes conseils nous ont vraiment, tu vois, moi j'adore ça, donc j'ai mélangé les textures, j'ai mélangé un peu de métal avec du bois, on a travaillé, je suis très sensible aux couleurs, donc j'ai essayé de faire une jolie harmonie de couleurs. Et en fait, c'est vrai que c'est une pièce, et dans chaque pièce, en tout cas même dans la cuisine, où voilà, on a des meubles très simples, et moi voilà, c'est du bois, c'est des bocaux en vrac, je vois mes aliments, et en fait,
il y a plein de choses auxquelles vraiment on n'avait pas pensé. Et ton accompagnement nous a vraiment permis, en fait, de prendre de la hauteur, de nous dire non, effectivement, en termes d'énergie, si on agence ça, si on organise le salon, la chambre, etc., de cette façon-là, en fait, ça coupe l'énergie. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Et donc, c'est très drôle parce qu'à chaque fois qu'on change un petit truc, Gaëlle me dit « c'est pas du tout feng shui, ça ». Et donc, c'était la petite blague entre nous. À chaque fois, t'es avec nous, mais tellement souvent. Trop bien. Ça me fait plaisir d'entendre ton témoignage. C'est vraiment adorable parce que c'est vraiment le but, en fait. C'est le but que chaque pièce ait son identité et puisse être ressourçante d'une manière ou d'une autre, en fait. Exactement. Comme tu dis, le salon a besoin de pouvoir être ressourçant en termes d'énergie pour pouvoir à la fois se retrouver en famille, hein, c'est la symbolique familiale, le salon, mais c'est aussi la symbolique de l'accueil à l'autre. Donc tu peux aussi inviter et accueillir de manière ouverte au cœur. Et donc le salon, c'est essentiellement yin. Donc il faudrait effectivement apporter beaucoup de matière enveloppante, très smooth, comme on dit. Et donc, le positionnement du divan, on en avait parlé, hein, cette façon justement de placer le divan pour pouvoir justement être en maîtrise sur l'espace, hein, avoir cette carapace dans le dos qui te donne justement l'envie de te déposer. C'est en fait du bon sens, c'est ça le feng shui. Et souvent, le bon sens, on le fait des fois naturellement. Quand on est assez sensible, on peut faire du feng shui naturellement. Mais c'est intéressant de mettre des mots dessus pour comprendre pourquoi. Et après, on le fait naturellement et ça devient tout à fait fluide. Voilà, vous allez peut-être déménager et changer d'espace. Vous avez les clés maintenant. Et donc, voilà, il y a peut-être des clés comme ça que tu peux garder avec toi et les utiliser dans un autre contexte, quoi. Et moi, il y a quelque chose aussi, je voudrais peut-être que tu nous apportes cette précision, parce que là, on parle d'agencement, on parle de se réapproprier l'espace, mais comment quelqu'un qui découvre en fait le feng shui, comment bien lui expliquer pour qu'il ne confonde pas ou qu'il ne fasse pas forcément le parallèle avec la décoration d'intérieur, parce que la décoration d'intérieur, on se crée finalement aussi un petit cocon hyper design, etc. Mais même si j'ai compris parce que j'ai cette chance aussi de te côtoyer régulièrement, mais est-ce que tu peux quand même apporter cette précision pour bien comprendre qu'il y a une vraie différence entre ces deux métiers? Oui. Alors la déco d'intérieur, en fait, c'est l'agencement, on va dire, d'éléments de décoration essentiellement esthétiques. Donc on est dans quelque chose qui va être esthétique pour, on va dire, le tout venant. Ici, le feng shui, c'est hyper personnalisé. Et c'est pour ça qu'on commence en général un parcours feng shui en se posant des questions. On ne peut pas commencer à créer un espace si on ne sait pas poser les bonnes questions. Et donc, en fait, par exemple, dans le module 1 de mon habitat conscient, ça s'appelle analyser. Et donc, l'idée, c'est de vraiment se poser des questions sur mes aspirations profondes. Dans tous les domaines de vie, qu'est-ce que je veux vivre? Et en fait, ce qui est intéressant avec le feng shui, c'est qu'il y a un parallèle entre nos domaines de vie et notre habitat. Et on peut vraiment, c'est comme une carte mentale en fait qui se projette dans l'espace, et on peut utiliser ces outils pour déterminer quels sont les espaces et les différents domaines de vie dans l'espace de vie. Et à chaque fois, en se posant les bonnes questions, on peut comprendre, par exemple, si on veut travailler sa vitalité, tu vois, parce que c'est pour l'instant un after Covid un peu compliqué, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de renforcer leur immunité, il y a beaucoup de fatigue qui s'est installée, etc. Eh ben, on va avoir tendance à améliorer sa cuisine. Et comme tu dis tout à l'heure, tu vois tes bocaux en vrac qui te permettent justement de travailler sur ton alimentation saine. Si régulièrement tu travailles l'aménagement de la cuisine en te disant là je vais soigner ma cuisine dans tous les sens du terme, je vais soigner ma vitalité, et le feng shui c'est aussi ça, la symbolique de la cuisine, c'est prendre soin de soi au niveau alimentation et prendre soin de son foyer. Et donc quand on met de la conscience dans toutes les symboliques de toutes les pièces, en fait, ça a une autre dimension que juste de la décoration. C'est pas juste un travail de décoration consciente. Moi, je parle d'architecture consciente. On est à un autre niveau.
c'est vraiment prendre en globalité l'habitation ou l'appartement. On prend même en compte l'environnement extérieur qui a un impact énorme au feng shui. Quand on choisit son espace de vie, l'environnement extérieur est presque responsable de 70 à 80%, 70 à 80% de finalement de la qualité énergétique d'un lieu. Hein. Donc, par exemple, tu vis en ville. Ton habitation, ton appartement va avoir une énergie très yang, très énergisante. Que si tu es ici, on a déménagé dans un petit écrin de forêt, mais c'est juste hyper agréable, c'est très apaisant, c'est très une connexion à la nature très forte. La maison est nourrie de ça, en fait. Donc l'environnement extérieur est important également. Tu parles beaucoup Non, c'est au contraire, c'est très intéressant. Tu parlais tout à l'heure d'architecture. Est-ce que pour en venir au feng shui, on doit naturellement avoir été dans l'architecture à un moment donné, ou est-ce qu'en fait on peut le découvrir en fait, n'importe qui peut le découvrir et à tout instant et à tout moment de sa vie? Oui, tout à fait. Donc moi effectivement, j'ai le parcours d'architecte, donc ça a été naturel pour moi d'aller vers le feng shui, comme j'expliquais tout à l'heure pour mes enfants. Mais toute personne qui a envie d'améliorer son bien-être chez soi peut tout à fait accéder au feng shui. Il y a effectivement une idée reçue que le feng shui est difficilement accessible parce qu'il y a eu beaucoup, de manière, on va dire, historique, des maîtres feng shui qui gardaient leur savoir pour eux. Hein, il y a vraiment eu cette dimension-là. Moi, je sais, toi, tu vas apprendre, mais tu es l'élève, et donc il y a une certaine distance qui se crée entre le maître feng shui et la personne qui veut faire du feng shui chez elle. Ici, moi, l'objectif, c'était vraiment de transmettre un maximum. D'ailleurs, j'ai des architectes et des architectes d'intérieur qui se sont inscrites aussi à mon habitat conscient, parce que l'idée, c'est de pouvoir à la fois faire ça pour leur propre habitation, pour elles-mêmes aussi, et après le transmettre. Donc c'est ça qui est encore plus intéressant, c'est que ça puisse toucher le plus de monde possible. Et je suis très heureuse d'accueillir des personnes aussi professionnelles qui veulent acquérir cette compétence-là en travaillant sur elles-mêmes et après pouvoir le transmettre. Et c'est tout à fait accessible à chacun aussi. J'ai des personnes qui rénovent leur maison avec moi en tant qu'architecte et qui ont pris mon habitat conscient en parallèle, et ça nourrit le projet. C'est vraiment super intéressant. J'ai en tête un couple qui est en train de rénover leur maison pour l'instant, et monsieur au départ n'était pas du tout intéressé par le feng shui. C'est plus madame qui était complètement interpellée par cette pratique, qui avait déjà lu sur le sujet, etc. Et il n'était pas au départ intéressé par la chose. La démarche. Elle l'a pris par la main, et elle lui a dit allez viens, on fait quand même le programme, on le fait ensemble, c'est l'occasion de discuter de plein de choses. Et il m'a dit c'est incroyable, il y a des sujets qu'on n'a jamais abordés. Et donc en fait c'est un révélateur. C'est un révélateur en fait. Et puis dans leur couple, ils ont parlé de choses qui étaient peut-être tabous, tu vois, notre relation à l'argent, comment en l'occurrence lui il s'est lancé, il est devenu entrepreneur, il s'est lancé dans sa boîte, et il y avait cette dimension tu sais d'insécurité, hein, qu'est-ce qui va se passer, je vais me lancer, comment ça va se passer, est-ce que les choses vont enfin voilà, notre relation à l'argent quand on entreprend, il faut la travailler quoi, c'est quelque chose de hyper important. Et donc voilà, ce sont des sujets qu'ils ont abordés ensemble. Et il me disait lors des zooms qu'on fait régulièrement, j'ai l'impression d'être à une séance de psy, mais positivement. Il me dit, je te dis ça positivement, c'est quelque chose que je suis content de vivre parce que je me serais pas posé ces questions-là si j'avais pas fait du feng shui. En fait, c'est ça qui est intéressant avec le feng shui, c'est que c'est pas juste de la déco. C'est vraiment un travail de développement personnel, de connaissance de soi, et aussi, si on le fait en couple et en famille, de rassemblement en fait, parce qu'il y a la communication, il y a un moment donné, on prend le temps d'être ensemble et de parler de sujets peut-être qu'on n'a pas tendance à aborder, notre relation à notre famille, notre héritage, hein, donc notre famille dans le passé, qu'est-ce qu'on veut créer dans notre famille pour le futur. Il y a plein de questionnements qui sont passionnants, et après tout ça peut être implémenté justement dans l'habitation, et c'est magique. Et est-ce que moi il y a quelque chose qui m'intéresse, j'aimerais beaucoup t'entendre là-dessus.
Est-ce que tu peux quand même nous rappeler en fait l'histoire ou en tout cas les différentes influences du Feng Shui? En fait, ça vient d'où? Pourquoi aujourd'hui en Europe, je parle en France, mais on va dire surtout peut-être en Europe, pourquoi on en parle plus maintenant? Pourquoi on en parlait moins avant? Tu parlais justement de ces maîtres qui peut-être s'appropriaient et avaient du mal à être dans la transmission, mais je pense qu'une telle ouais, on va dire un tel courant, j'aimerais bien que tu reviennes, tu vois, là, c'est les origines, en fait, de ce mouvement et de ce courant. Plutôt, ouais, courant. Oui. Alors au départ, effectivement, le Feng Shui, c'est chinois, donc effectivement, ça vient de Chine, mais les Chinois n'ont rien inventé. Ils se sont aussi inspirés de leurs voisins. Et le Vastu Shastra, comme je te disais tout à l'heure, c'est l'ancêtre du Feng Shui, mais qui vient d'Inde. Et donc en fait, c'est intéressant parce que ces deux courants sont très similaires, mais ils ont leurs particularités. Les Chinois ont tendance à voir les choses très de manière linéaire. Et en Vastu Shastra, il y a une dimension spirituelle qui arrive. Donc il y a une dimension avec le plus grand que soi qui est très très intéressante. Donc il y a une dimension de méditation, il y a une dimension yoga aussi, de vitalité et de rapport au corps. Et c'est ça qui m'a un peu attirée vers le Vastu Shastra. Et tous ces courants en fait sont venus, on va dire, d'abord aux États-Unis dans les années 90. Et a vraiment fait déjà un mouvement New Age en fait à ce moment-là, et c'est arrivé en Europe, je dirais, dans les années ouais aussi 90, peut-être un petit peu après. Il y a eu un décalage, donc souvent aux États-Unis ils sont précurseurs par rapport à ce qu'on vit ici en Europe. Oui. Et après c'est arrivé et on a souvent appelé ça de la science environnementale, c'est-à-dire que on a pris en compte en fait comment on pouvait de manière fluide habiter un espace. Donc par exemple des choses toutes simples pour donner un exemple, mais quand tu dois rentrer dans une pièce et que tu dois tirer la porte par exemple, eh ben c'est pas fluide. Tu vas avoir tendance à pousser la porte et il faut que la porte, évidemment, elle vienne vers le mur et pas en plein milieu de la pièce. Donc il y a des choses comme ça de manière ergonomique qui doivent être fluides, sinon tu es toujours un petit peu désarçonné ou tu sais pas comment habiter l'espace ou déambuler. Par exemple, en sciences environnementales et en neuroarchitecture, on parle aussi de quand tu vas dans un espace public, par exemple, tu dois savoir assez facilement où aller. Donc, par exemple, la façon dont les choses sont signalées, la signalétique doit être fluide. Quand tu vas dans un hôpital, tu dois savoir assez facilement vers où te présenter pour faire l'admission. Donc, les choses doivent être fluides et tu ne dois pas chercher. Donc, en fait, il y a vraiment une dimension en fait de simplicité, on va dire de fluidité en fait. Et en Feng Shui, on appelle ça le Qi. C'est un nom qu'on a peut-être déjà entendu. Le Qigong, par exemple, c'est comment on bouge en justement jouant avec ce Qi, parce qu'on a en nous ce Qi. Donc on parle de l'énergie vitale en fait, mais le Qi est aussi présent dans une habitation. Il est présent aussi à l'extérieur et il vient nourrir l'habitation. Et ça dépend comment justement il va circuler. Et si on veut une image plus claire, le Qi c'est quoi? C'est la lumière, le vent et le fait que tu puisses déambuler de manière fluide. Et donc ces trois paramètres-là peuvent évoquer une circulation d'énergie, une circulation du Qi. Et en Vastu Shastra, on appelle ça le prana. Donc le prana, c'est effectivement la respiration, le fait qu'on se nourrisse de cette énergie-là. Et en fait, ce prana, il circule aussi dans notre habitation. Et c'est intéressant en fait de conscientiser la façon dont les choses circulent et comment nous on circule dans notre habitation pour voir si ça coince pas à un certain endroit. Est-ce que chaque pièce est baignée de lumière? Est-ce que l'énergie justement des orientations solaires vient nourrir correctement la pièce? L'énergie nord n'est pas du tout la même que l'énergie du sud, par exemple. Et l'énergie plein sud, on est dans le yang, on est dans l'énergétique. Mettre son bureau plein sud, c'est se donner toute l'énergie possible pour y arriver, par exemple.
et ça dépend de notre énergie. Moi, j'ai besoin beaucoup plus d'une énergie douce, donc je suis nord-est. Pour l'instant, mon bureau est nord-est, j'ai l'énergie du matin, ça me porte et ça me donne de l'énergie, mais de manière douce. Si j'étais plein sud, je pense que je serais complètement éparpillée parce que j'ai besoin justement de me recentrer. Et donc, comme je disais, c'est vraiment une question très personnelle et de connaissance de soi. Je suis tellement plongée dans tes dans tes paroles que tu sais, je m'attendais pas à ce que j'étais mais c'est fini encore, mais en fait non, mais c'est tellement passionnant parce que pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Je trouve que je ne connais pas, alors peut-être que je connais vraiment clairement pas tous les mouvements, mais pour l'avoir vraiment vécu à tes côtés, c'est une vraie démarche, comme tu le disais tout à l'heure, c'est une vraie démarche introspective. Et en fait, quand tu découvres le Feng Shui, je trouve que tu en apprends tellement aussi sur soi. Et donc, forcément, c'est la question aussi que j'ai envie de te poser. Depuis que tu as rencontré, j'aime bien dire cette rencontre, mais depuis que tu as rencontré le Feng Shui et que le Feng Shui est arrivé dans ta vie, qu'est-ce que ça t'a apporté à toi, mais en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, on l'a compris avec l'évolution de ta formation en ligne, mais moi, je parle pas forcément de la maman, hein. Il y a peut-être la maman, mais en tant que femme, voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors plein de choses, hein. Si je pense à la première chose, c'est un truc que j'aurais pas imaginé. C'est en fait quand j'ai commencé le Feng Shui, on était à Bruxelles dans une maison, dans la maison de mes grands-parents en fait. Et je pense que le Feng Shui est venu à moi aussi parce que j'ai vécu dans la maison de mes grands-parents, dans laquelle il y avait plein d'histoires. Il s'est passé plein de choses et j'ai un peu décodé tout ça et je me suis rendu compte qu'en fait on était très heureux là, mais on avait un rêve, mon mari et moi. Raphaël est aussi architecte et on s'est connecté à un rêve qui était à l'époque complètement inaccessible, genre mais tu rêves ou quoi, tu vas pas non plus te lancer là-dedans. Et en fait on s'est dit pourquoi pas faire construire notre maison de rêve. Et en fait c'est dingue, mais à un moment donné tu te connectes à ces rêves-là. Tu fais un tableau de vision parce que voilà, tu as envie de te mettre en action et tu as envie de visualiser les choses de manière concrète. Et en fait, mon tableau de vision, pendant 2 ans, je l'ai vu devant moi. Il était vraiment face à mon bureau. Et en fait, tout ce que j'ai mis dans mon tableau de vision se réalise. C'est un truc de dingue parce que j'avais mis l'intention aussi, hein. C'est pas seulement juste l'image qu'il faut mettre devant soi. L'intention était forte. Et en fait, c'est drôle parce que j'avais choisi des maisons, tu sais, en bois, contemporaine, etc. Et ben en fait, notre maison, c'est une maison contemporaine en bois Feng Shui. Et ces petites images-là, en fait, elles ressemblent très fort à notre maison. Ça a en fait introjecté des informations dans mon esprit, je pense. Et on a maintenant réalisé ce grand rêve qui est encore en cours. Il y a encore une phase de chantier qui va continuer. Mais en fait, ça, c'est un truc de dingue parce que en tant que femme architecte, je me serais jamais autorisée, en fait, à faire construire cette maison. Et en fait, je me suis connectée à ce rêve-là grâce au Feng Shui. C'est vraiment quelque chose de dingue. Et alors, peut-être la deuxième chose, c'est en tant que femme, j'ai eu, je pense, énormément de croyances à l'époque avant de me lancer à mon compte. Je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Ma maman est logopède, elle travaille dans l'enseignement spécialisé avec des personnes handicapées, et mon papa ingénieur, donc plutôt salarié. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas moi? J'ai plein de choses à partager, j'ai envie d'entreprendre, j'ai besoin de transmettre et j'ai envie de travailler sur des projets, harmoniser les espaces, apporter du bien-être aux gens. Et je me suis lancée à mon compte. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, clairement. J'ai commencé à être à mi-temps et puis voilà, ça fait on va dire 4 ans que je suis à mon compte complètement. Mais j'ai énormément de croyances limitantes sur le fait de pas y arriver en tant que femme, le fait de pas gagner assez d'argent, d'être complètement autonome, comment faire pour être finalement libre et seule dans son entreprise. Quand t'es seule aussi, tu te poses tellement de questions, alors que si t'es avec quelqu'un en face, tu pourrais justement
descendre un peu la pression quand tu commences à te faire des bad trips. Donc tout ça, c'était plein de croyances limitantes que j'ai dû déconstruire et me faire confiance, parce que en termes de confiance, c'était pas extraordinaire. J'avais vécu 2-3 petites choses dans ma vie qui m'avaient un petit peu sapé dans la confiance professionnelle. J'ai vécu un licenciement abusif qui a été quand même un peu marquant, et donc j'ai travaillé tout ça. Mais c'était des prises de conscience qui sont venues au fur et à mesure, parce que j'ai travaillé justement en introspection, en connaissance de soi, etc. Et j'ai fait plein de coaching aussi, tu vois. C'était hyper important pour moi de me mettre un coup de pied au derrière et finalement avoir devant moi quelqu'un qui me dit bon ben là il faudra travailler, là il y a peut-être effectivement quand même un deuil à faire. Donc c'était intéressant, mais je pense que en tant que femme, il y avait tous ces croyances à faire tomber, parce que voilà, dans mon histoire, on va dire, les mères, les femmes n'étaient pas entrepreneurs. Et la grande croyance que j'ai dû faire tomber, c'est je ne serai moins disponible pour mes enfants. Et en fait, je suis plus disponible maintenant pour mes enfants, peut-être de manière courte, mais disponible dans un temps précis. Et puis je suis épanouie dans mon travail. Donc à partir du moment où maman est épanouie, ben voilà, et papa aussi évidemment, hein, mais voilà, c'est important. On dit souvent qu'il faut d'abord mettre son masque à oxygène avant de mettre de l'oxygène à son enfant dans les avions. Mais en fait, c'est hyper important de travailler sur soi pour être pleinement au bon endroit et pas aller avec des pieds de plomb à un boulot qui nous correspond plus, quoi. C'est plus possible, ça. Et je trouve que c'est tellement juste ce que tu dis. Avec les différentes invitées et puis les différentes rencontres aussi qu'on fait dans notre vie, je me suis aperçue que déjà c'est en repartant déjà de soi et pas de se dire alors attends, je le répète peut-être assez régulièrement dans les épisodes, je m'en excuse mais je trouve que c'est tellement important. Moi j'ai fait cette erreur pendant des années, tu sais, de partir de à l'époque, quand j'étais formatrice en œnologie, je me suis dit, ok, bon, ça pour développer en fait mon activité, en fait, je partais de mon activité pour trouver le style de vie en fait qui pouvait éventuellement correspondre en fait à mon activité. Et le jour où j'ai compris qu'en fait ces deux sphères en fait elles s'inversaient, qu'en fait il fallait partir justement du rêve, du style de vie, du mode de vie qui allait faire que en fait j'allais être épanouie dans mon quotidien. Eh bien, de ce style de vie, forcément, j'allais trouver l'activité et le modèle économique qui allait, en fait, me permettre de vivre ça. Et ce que je trouve vraiment très, très juste dans ce que tu dis, c'est le fait de, une fois que tu as trouvé l'activité, en fait, qui te correspondait, en fait, c'est cette activité-là qui, toute ta vie, ou en tout cas un certain nombre d'années, en fait, c'est cette activité-là qui va te faire travailler. Et je pense que c'est une rencontre. J'aime bien j'aime bien cette image. C'est que moi, le podcast m'a fait travailler énormément de choses. Le fait d'être entrepreneur, mais voilà, le podcast, la voix, l'image, il y avait tout un truc pareil, un niveau confiance, niveau, je pense, j'avais un bon boulet. Je pense que j'en avais plusieurs. On est quand même plusieurs dans ce cas-là, mais et en fait, une fois qu'on a trouvé l'activité qui en fait colle à ce qu'on doit faire dans la vie, en fait, notre moi, donc tout ce qui est introspectif, en fait, va être possible et va se développer, va évoluer grâce à notre activité. Et du coup, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu bateau ce que je vais dire, mais on dit souvent quand on a trouvé la bonne activité, on n'a pas l'impression de travailler. Alors oui, on bosse parce qu'en fait, à un moment donné, la réalité du quotidien, c'est en fait, si je bosse pas, en fait, j'ai pas de clients. Donc, bien sûr qu'il faut travailler. Mais il y a plus cette notion, et c'est vrai que quand on parle aussi ensemble, tu me dis, oh là là, j'ai encore ça à faire, etc. Bien sûr qu'on bosse, mais en même temps, on le fait avec tellement de plaisir. Quand tu vois, quand je t'entends parler aujourd'hui du Feng Shui, et quand je réécoute l'épisode il y a en 2018, je crois, je me dis mais en fait ouais, j'en ai même chair de poule. Mais j'ai dit mais attends, le gap
que t'as franchi. Et je trouve ça merveilleux. T'as mis plein d'outils, t'as mis le Feng Shui t'a aidé. Enfin bref, il y a eu les enfants aussi clairement. T'ont aidé aussi dans cette démarche. Mais je trouve que, tu vois, j'ai une question d'une auditrice récemment qui disait ouais, mais en fait on fait comment pour trouver sa mission de vie? Moi j'aime pas du tout mon activité. Je pense qu'en fait la question elle est là, c'est déjà recentre-toi peut-être sur toi et le fait qu'on se dise voilà, ça moi c'est ma force, ça j'aime. En fait il y a forcément une activité, quitte à la créer. Il y a pas un métier lambda, non, c'est peut-être que c'est à toi. Exactement. C'est souvent comme ça, en fait. C'est ça qui est intéressant. Alors, tu parles de plusieurs choses et j'ai envie de revenir sur tout ce que tu as dit parce que c'est super intéressant. Ce que j'aime bien dire, c'est que j'ai pas l'impression de travailler. C'est œuvrer que je fais. Et c'est vraiment un mot qui me parle beaucoup plus parce que le mot travail est souvent péjoratif, tu vois. C'est très... il y a souffrance en plus dans cette... Le dur labeur. Ouais, c'est ça. Le dur labeur. En fait, je crois qu'au niveau... étymologique, il y a un truc, il y a un truc du style le labeur, quelque chose qui te demande une énergie de dingue et qui t'épuise. Et en fait, quand tu œuvres, tu as l'impression effectivement de contribuer à un monde meilleur. Hein. Peut-être qu'on est vraiment en mode bisounours. Moi, j'étais un bisounours complètement assumé, mais pour moi, j'œuvre et ma mission de vie, c'est d'apporter plus d'harmonie dans ce monde. Alors c'est peut-être très très comment dire, ambitieux ou même presque allez, comment on appelle ça, tu sais, tu es quand tu es un petit peu hautain, arrogant. Non, arrogant, oui, ça peut être très arrogant de dire ça parce que mais je commence à l'assumer de plus en plus et en fait ce why, si on peut dire ça, le pourquoi, je l'ai trouvé en 2017 grâce à un coaching que j'ai fait à l'époque avec Gaël et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, ton compagnon. Donc effectivement, quand tu fais un travail justement sur ta mission de vie et que tu te poses les bonnes questions, et dans mon habitat conscient on parle d'ikigai justement avec une experte qui vient expliquer les différentes étapes que tu peux faire pour te poser les bonnes questions. En fait, quand tu as trouvé ta mission de vie, tu crées ton propre boulot, ton propre finalement ton propre service en fait. Moi au départ, c'est vrai que je me suis reconnectée à ma mission d'architecte, j'ai commencé à refaire des projets d'architecture avec des clients, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que la transmission, c'était vraiment hyper important. Donc en fait, je fais les deux. Je crée des projets et en même temps, je transmets. Et ces deux services cohabitent en fait et se nourrissent. Et je me suis rendu compte que je faisais pas un travail d'architecte comme tout le monde en fait. Mais c'est très bien, ça me correspond. Le fait de transmettre et d'ouvrir les consciences et aider les personnes à se poser des bonnes questions, à se connecter à elles-mêmes, à rentrer en contact avec la méditation. J'ai eu une personne qui participe à mon habitat conscient qui m'a envoyé un message, elle m'a dit « J'avais jamais médité. Et grâce à toi, maintenant, je veux le faire tous les jours. » Et c'était un truc, moi, ça m'a foutu les frissons. Je me suis dit « Mais c'est fou, en fait. La méditation, tout le monde sait ce que c'est. » Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais essayé. Et c'est un truc qui est hyper impressionnant en termes de bien-être au quotidien, de recentrage, de calmer ses émotions. Et en fait, toutes ces étapes en fait de prise de conscience, de questionnement et même de connexion à tous ces outils finalement du bien-être permet finalement de faire un parcours qui est une transformation de dingue, quoi. Enfin, moi je l'ai vécu en quelques années parce que clairement on Feng Shui pas son intérieur en soi et son intérieur dans son habitation en claquant des doigts. Clairement, c'est un travail qu'il faut faire avec le temps et ça doit s'infuser en fait, clairement. Il faut que ça puisse s'infuser et puis seulement diffuser dans l'espace de vie et régulièrement. Voilà, il y a des fois où ma journée n'est pas Feng Shui, on est bien d'accord. Hein. C'est pas toujours tout rose. Hein. J'ai aussi des émotions négatives et j'ai aussi à gérer des fois mes enfants qui sont compliqués. Donc voilà. Le Feng Shui n'est pas instagrammable. Vous n'êtes pas exactement. Voilà, il y a la vraie vie quand même. Hein. Il y a la vie. Hein. On est bien d'accord. Ne soyons pas non plus des magiciens à baguette magique. Le Feng Shui, c'est d'abord un outil qui permet à la fois de se comprendre et aussi justement aménager l'espace en conscience. Mais je pense que le premier pas, c'est ce premier cadeau, je trouve, par rapport au Feng Shui, c'est cette
apprentissage à prendre connexion à soi et se connaître pour mieux gérer ses émotions. Parce que les émotions, ce sont des messages. Et après, quand on a bien compris pourquoi on est en colère, pourquoi on est triste, etc., on a nos clés, en fait, pour gérer tout ça et exprimer les choses auprès de nos proches pour pouvoir justement apaiser et être plus serein au quotidien, quoi. Et ça, c'est le plus beau cadeau, je trouve. Et alors, je vais te partager, je les partage au plus grand nombre aussi, une anecdote. La pièce de vie, pour le coup, c'est vraiment la pièce qu'on a pu vraiment agencer un peu plus comme on voulait. Il y a une autre pièce qu'on n'a pas pu encore changer, et en tout cas aménager. Et la pièce de vie, quand j'ai commencé à me projeter, donc j'ai mis, moi j'ai grandi, j'ai passé toutes mes vacances à chaque fois avec mes parents à la campagne. Et ma maman, qui est une profondément terrienne, c'est toujours j'ai grandi dans une décoration, tu sais, avec des épis de blé que ma maman avait été couper elle-même. Elle avait trouvé le petit nœud qui allait avec, quelques assiettes de famille à tel endroit, sur un joli et un petit escalier en bois, un vieux meuble avec à l'intérieur de la vieille vaisselle, et en même temps qui a toute son histoire, c'est dépareillé, mais je suis profondément attachée en fait à cette vieille vaisselle qui en fait vaut rien. Enfin, en tout cas, sentimentalement, elle m'est très chère. Et quand j'ai agencé, quand j'ai un petit peu organisé cette salle et cette pièce dans laquelle cette pièce de vie, j'ai mélangé donc un petit peu une petite lampe. Il y a un petit peu de bois, il y a un petit peu d'osier. J'ai mis des plantes vertes. J'ai mis un petit endroit, des fleurs séchées. Et puis à un moment donné, Gaël me regarde et me dit et pourquoi tu mets un arrosoir en métal bleu avec des fleurs séchées dedans? Il m'a dit c'est peut-être pas utile. Et je lui ai dit c'est là que tu te trompes, parce que regarde, là on est dans là il y a un petit peu de vert menthe, etc. Là j'ai rajouté un petit peu de jaune. Les plantes rappellent et ravivent le vert. Et il m'a regardé, il me dit mais et puis après, je lui disais, et le bleu? Le bleu, c'est que comme je ne suis pas près de la mer, ce métal bleu qui, en fait, pourrait nous faire croire qu'en fait, c'est quelque chose de froid, et ben moi, ça me rappelle le ciel, ça me rappelle la mer. Et puis, dans ce petit arrosoir, plutôt un objet de déco, clairement, j'ai mis des fleurs séchées que j'ai été cueillir moi-même, que j'ai fait sécher moi-même. Et en fait, ce bleu que j'ai mis en fait pile au milieu en fait de deux plantes très très vertes, ça apporte quelque chose avec ces fleurs séchées qui sont vraiment plutôt de la couleur des épis de blé. Ça apporte quelque chose, et en fait c'est très drôle parce que cette pièce de vie, c'est la pièce dans laquelle toute la famille se dit ce qu'elle doit se dire. Ouais. Et donc c'est vraiment ce moment où on se dit en fait c'est ici, quand on n'est pas content, c'est dans cette pièce-là qu'on se dit les choses. C'est dans cette pièce-là qu'on a envie de faire la sieste. C'est dans cette pièce-là qu'on a envie de se poser le soir. Et c'est vrai que cette petite couleur bleue, elle est discrète, elle est là. Et voilà. Et c'est vraiment grâce à toi que je me suis dit non, en fait, même si tout le monde ne veut pas mon arrosoir bleu parce que pour X raisons ce n'est pas utile, moi je vous dis que c'est utile pour Bibi. C'est génial. Et c'est un super exemple que tu dis, parce qu'en fait ce que tu as fait, c'est rendre cette pièce très yin. Donc le salon, ça doit être très très yin, parce que justement il faut qu'on puisse se déposer. On va mettre très peu de yang, parce que le yang va justement être tellement énergétique que ce sera peut-être un endroit où on aura difficile à s'asseoir, à se déposer, à même exprimer ses sentiments. Et donc ce que tu as décrit là, avec tout le mélange d'objets qui te tient à cœur, en fait, ça me fait penser à un des modules où on parle justement de choisir ces objets qui nous procurent de la joie. En fait, c'est ça. Si à un moment donné, toi, la symbolique de ces épis de blé t'évoque ton enfance, tes parents, la symbolique justement familiale de l'héritage que tu as reçu, de l'amour inconditionnel que tu as reçu, et finalement, moi j'ai des frissons quand tu m'en parles, parce que c'est hyper fort en fait. C'est ça le feng shui, c'est justement aménager son espace de vie pour qu'à chaque fois que tu déposes ton regard quelque part, tu sois nourri par
des éléments qui te procurent de la joie, qui te donnent de l'énergie ou qui te permettent justement de te déposer. Ça dépend en fait pour chaque pièce, la fonction de chaque pièce finalement. Dans un bureau, par exemple, on va, j'ai mis par exemple une super belle photo de mon mari et moi. Quand on a rénové notre première maison en maison passive, on est passé dans une revue super connue ici en Belgique, et c'était une reconnaissance, tu vois, des pères et on était jeunes et on était partis un peu à l'aventure, et avec cette photo, en fait, on a été très interpellés parce que quand tu vois ta photo en grand dans un magazine, ça fait quand même quelque chose. Et en fait, ça, c'est une symbolique de réussite. Tu peux y arriver, tu peux te faire confiance, il faut y arriver, il faut avance et ne doute pas. Donc tu vois, c'est ça que ça évoque en fait, et c'est de la psychodécoration. C'est vraiment de se dire qu'en fait ton espace de vie devient vraiment un lieu de vraiment qui te porte, qui te donne l'énergie et qui te permet de te ressourcer, quoi. Et je trouve aussi que on oublie très souvent, on parle souvent du lieu de vie, mais je crois qu'on oublie très souvent de prendre soin aussi de son bureau et de son lieu, de son, dans son entreprise, de son espace de travail. Et moi, je sais que ça influe énormément ma créativité. Il y a une pièce, donc dans la pièce dans laquelle en fait j'ai pas réussi pour X raisons, et pas eu le temps de m'approprier un petit peu cet espace. Je ne suis pas créative. Je n'arrive pas à enregistrer, par exemple, tu vois, on parle de podcast, mais je n'arrive pas à enregistrer mes épisodes de podcast. Je suis pas dedans. Alors qu'ici, dans ma pièce de vie, où je suis entourée, franchement, un jour, il faudrait que je vous prenne les coulisses. Quand j'enregistre, j'ai tout autour de mon ordinateur, je suis entourée de plantes vertes, je suis cachée. Voilà. Et en fait, j'ai l'impression, tu sais, de vous emmener et de vivre, en fait, ouais, je suis dans mon univers. Et en fait, on oublie très souvent que le feng shui peut également s'appliquer à, bien évidemment, un espace de travail. Et complètement. Et tous les entrepreneurs, exactement, tous les entrepreneurs devraient le faire, en fait. Entrepreneurs solo ou entreprises, mais on devrait vraiment tous soigner déjà ces différents intérieurs, qui soient son intérieur physique et psychologique, son intérieur de maison, et puis l'intérieur de sa boîte et de son bureau. Et c'est déjà un point de départ en fait. Se poser des questions justement sur l'aménagement de son bureau, c'est se poser des questions sur sa boîte, sur les valeurs de son entreprise, sur le message que tu veux véhiculer. On parlait tout à l'heure de mission de vie. Quand je te parle d'harmonie, pour moi, c'est vraiment un truc qui vient me chercher dans les tripes. Depuis toujours, j'ai besoin d'harmonie autour de moi. Quand il y a des tensions, je déteste les conflits. C'est hyper difficile à gérer pour moi. L'harmonie au sens large. Donc, en fait, c'est hyper important que notre espace de travail respire en fait nos valeurs. Et donc c'est intéressant en se posant les bonnes questions, donc on parlait d'ikigai, on parlait de why, de mission de vie, de valeurs d'entreprise. Tout ça, c'est quelque chose qu'il faut noter et essayer de transmettre justement dans l'espace de travail pour qu'au quotidien on puisse justement se dire, chaque fois que je lève les yeux au-dessus de mon ordinateur, j'ai quelque chose qui nourrit en fait mes valeurs, qui nourrit la confiance que je porte justement dans ce que j'entreprends, et qui me donne justement le peps de continuer, parce que c'est ça qui est difficile quand on entreprend, c'est d'être d'une manière constante et de faire et refaire 10 000 fois s'il faut quelque chose pour le maîtriser. Et j'aime beaucoup ce que Martin Latulippe partage. En général, il faut faire les choses 1000 fois pour justement avoir cette expertise et justement pouvoir le transmettre le mieux possible, finalement le vivre pour pouvoir justement le transmettre. Et c'est vrai que franchement, si je réécoute l'épisode de 2018, j'aurais jamais transmis les choses comme ça, mais parce qu'avec l'expérience, quand je parle de ça avec mes clients, je me nourris aussi de leur retour et je fais évoluer mon conseil et je me rends compte des choses qui sont impactantes, des choses qui sont incontournables, et voilà, je fais évoluer aussi mon service parce que justement mes clients nourrissent cette pratique, et c'est vraiment chouette tes retours, parce que en général quand je fais une expertise feng shui, je propose
j'analyse, j'explique, et après les autres disposent. Et c'est chouette d'avoir des retours comme ça parce que c'est du concret. On se rend compte que voilà, les choses ont été conscientisées, infusées, et puis effectivement diffusées dans l'espace, et ça devient un support pour au quotidien ton énergie et l'énergie familiale. C'est génial, quoi. Donc ça me fait vraiment plaisir de t'entendre dire ça. Mais non, mais c'est surtout merci à toi pour déjà pour ton expertise, pour tes conseils, et puis moi je suis tellement encore une fois j'ai vraiment la chance de te connaître en dehors de cet épisode, mais je suis tellement heureuse et émue en fait du chemin que tu as parcouru. Tu connaissais Gaëlle avant, donc forcément moi j'avais déjà entendu parler de toi depuis enfin tu vois, c'était le coup de cœur amical que vous avez eu tous les deux, vous avez évolué tous les deux. Et puis voilà, quand j'ai eu l'occasion de te connaître, je suis très heureuse, et je te parle vraiment de cœur à cœur, et surtout de femme à femme. Je suis très heureuse en fait du chemin que t'as parcouru. C'est hyper chouette, et franchement le Feng Shui, je pense que on pourrait faire un épisode franchement de 2 heures, parce que là tu vois j'ai plein de questions, mais j'en ai encore plein. Je suis frustrée, mais en même temps je sais que ces questions elles feront probablement l'objet soit d'un autre épisode, avec plaisir. Donc je vais plutôt te donner la parole pour la fin. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Quelles sont les perspectives et la vision ou les nouveautés pour l'année en cours? Est-ce que tu veux bien déjà voilà, je te laisse la parole pour la fin de cet épisode. Alors effectivement, avec mon habitat conscient, je me rends compte que c'est quelque chose qui transforme de manière très très impressionnante, et j'ai envie d'ouvrir un groupe en septembre, un groupe de femmes, qu'elles soient déjà dans le domaine de l'habitat ou pas, hein, donc ça peut être des architectes d'intérieur, des décoratrices, des personnes qui sont intéressées par le Feng Shui, ou même des personnes qui ont envie d'aménager leur espace de vie en conscience. En fait, l'esprit de groupe, moi, me parle de plus en plus. J'ai travaillé en coaching et en formation, dans des formations de groupe, et c'est grâce à ça, effectivement, que j'ai rencontré Gaëlle, qu'on s'est rencontrés aussi, et je me rends compte que l'intelligence collective est tellement enrichissante dans un parcours pareil, où justement on peut partager ses évolutions, s'entraider, la sororité que je vis de plus en plus dans le coworking où je suis, dans le groupe de méditation dans lequel je suis. Je me rends compte que ça me parle de plus en plus, ça m'inspire, ça m'attire, et voilà, il y a déjà quelques personnes qui sont inscrites pour septembre, et donc l'objectif c'est de pouvoir rassembler un petit groupe de femmes, un petit, maximum 12 personnes. Ok, 12, oui, et l'idée c'est vraiment de pouvoir commencer en septembre pour une période de 6 mois, et d'avoir vraiment ce temps pour pouvoir infuser au fur et à mesure les différents modules de la formation, et se retrouver régulièrement pour travailler à la fois sur soi et sur son intérieur, dans tous les sens du terme. Et voilà, c'est quelque chose qui m'appelle en fait. Et donc voilà, je vais commencer à faire de la communication sur mes différents réseaux sociaux par rapport à ça. Et voilà, si maintenant des auditrices sont intéressées d'en savoir plus, il suffit de prendre un rendez-vous dans mon agenda pour un appel découverte, et je me ferai une joie d'en parler avec grand plaisir. Franchement, moi j'en ai la chair de poule là. Allez-y. Contactez, surtout si le Feng Shui vous parle. Si vous avez vraiment envie si vous avez ce projet ou cette envie de découverte, allez-y, vous êtes en de très très bonnes mains. Je le dis rarement, mais je fonctionne énormément au bouche à oreille et à la recommandation, et donc je ne recommande que ce que j'ai vécu et ce que je connais. Et voilà, Hélène, c'est les doigts dans le nez, et vraiment vous serez chouchoutés. Vraiment, c'est voilà. En plus d'être une très belle personne, tes accompagnements et tes conseils sont extrêmement pertinents. Donc vraiment, renseignez-vous, réservez un créneau avec Hélène, et allez-y à fond. Merci Laura, c'est très touchant. Merci vraiment beaucoup pour cet épisode.
je sais qu'il est très attendu. Parce que en fait je parle souvent de toi, du feng shui, et on me dit souvent et sinon il arrive quand. Voilà, donc pour plusieurs raisons nous n'avions pas pu jusqu'à présent. En tout cas voilà, l'épisode est très attendu. Je sais que c'est un sujet qui questionne beaucoup, que ce soit des femmes entrepreneurs ou des femmes. Voilà, je suis très très contente d'avoir enregistré cet épisode avec toi. Et merci pour tout ce que tu nous as transmis, délivré. Et puis voilà, vraiment, si le Feng Shui vous intéresse, vraiment, appelez Hélène, réservez un call avec elle. Et voilà, et suivez l'habitat conscient. Hélène, je t'embrasse méga fort. Et puis gros bisous à toi. À bientôt. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode de Prends tes boots.